Bonjour à tous et à toutes. J'ai voulu vous présenter des travaux encore en cours et qui changent un petit peu et un modèle sur lequel on travaille qui s'appelle AgriStamp et qui concerne la modélisation spatio-temporelle des pratiques d'épandage de pesticides et de leur devenir sur le long terme. Alors, quelques mots de contexte. Donc, comme vous le savez, depuis des décennies, les pesticides sont utilisés dans le domaine agricole et ça commence à poser de sérieux problèmes, et en tout cas des questions de santé publique et de pollution environnementale, un peu dans tous les pays. Et là, ça change un peu des maladies infectieuses, c'est-à-dire que l'exposition des populations aux pesticides, c'est sur le long terme, voire le très long terme, et c'est difficile de mettre en évidence les liens qu'il peut y avoir entre l'exposition aux pesticides et les cancers aujourd'hui, parce qu'il y a une exposition tout au long de la vie qui peut intervenir. Et donc, on part du constat qu'il y a des besoins, qui est de cartographier ce risque d'exposition des populations en prenant en compte les pratiques d'épandage des pesticides, pratiques qui peuvent changer au cours du temps, et le devenir de ces substances actives dans les sols qui vont dépendre de pas mal de choses aussi. Donc on a travaillé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Jessica, c'était la première diapo, en Guadeloupe. Donc les exemples que je vais vous présenter concernent la Guadeloupe, mais l'outil qu'on est en train de développer se voudrait générique. Alors AgriStamp, c'est pour Spatial and Temporal Modeling of Pesticide Use in Agriculture. Et en entrée, ce modèle essaie de prendre en compte tout ce qu'il faut pour créer des indicateurs de stock de différentes substances actives. On n'est pas sur un seul type de pesticide, mais bien tous les pesticides utilisés aujourd'hui et dans le passé, en prenant en compte le type de sol, la pluviométrie, les différents systèmes de culture, et puis les pratiques agricoles, qui vont évoluer au cours du temps, les produits pesticides, certains ne sont plus, ont été autorisés puis interdits, donc tout ça, ça va changer, et les caractéristiques de ces pesticides. Donc je vais rentrer un peu dans le détail de comment on reconstruit tout ça. Donc sur la Guadeloupe, on a utilisé toutes les données disponibles qu'on a pu trouver, donc des cartes papier depuis les années 1970. Puis à partir des années 2000, ça devient quand même beaucoup plus facile justement avec ce suivi de l'occupation du sol un peu standardisé, notamment grâce au RPG. Mais pour pouvoir comparer, on a dû homogénéiser toutes ces données, donc un gros travail des étudiants impliqués là-dessus. Ce qui a permis de créer une base de données géographique historique, donc de 1969 jusqu'à aujourd'hui, avec certains trous, mais qui permet de suivre donc, les trois principaux systèmes de culture en Guadeloupe, donc à savoir la canne à sucre, la banane et le maraîchage. Et donc on voit aussi que c'est important de prendre en compte cette profondeur historique parce qu'il y a des changements, il y a des diminutions, il y a des changements de culture qui vont opérer. Autre entrée très difficile à obtenir, c'est tout ce qui concerne les pratiques agricoles. Et pour ça, en fait, on a construit toute une base de données sur ces pratiques concernant l'utilisation des pesticides à partir de différentes sources de données, des articles, des rapports techniques, des informations sur les produits pesticides à partir de bases de données disponibles, et puis des enquêtes auprès des agriculteurs, si possible âgés, qui se souviennent des pratiques des années 70, des techniciens agricoles et aussi des chercheurs. Et à partir de là, on a construit différentes bases de données, enfin différentes tables plutôt. D'abord sur les modes d'utilisation des pesticides, on a appelé ça des itinéraires pesticides, qui consistent que je vais détailler plus tard, qui résument quelles étaient les pratiques en termes de rotation de culture et en termes de traitement fait. Et puis des bases de données qui concernent les produits pesticides utilisés et les substances actives, en prenant en compte la réglementation et les pratiques agricoles. Donc ça, c'est un exemple un extrait de la base de données itinéraire. C'est-à-dire, on a des informations sur les systèmes de culture. Par exemple, pour la canne à sucre, on a l'itinéraire canne à sucre 1, qui a commencé en 1960 jusqu'en 1990, pour lequel, pour la canne à sucre, en gros, on était... Ça devient dangereux.
pour laquelle on était sur des cycles qui allaient entre 6 et 10 ans, suivis, il n'y avait pas de jachère. Et en fait, pour cet itinéraire pesticide-là, il y avait des traitements spécifiques qui sont ensuite détaillés dans la base de données traitement. Donc, dans cette base de données traitement, donc pour l'itinéraire, par exemple, canne à sucre 1, sont listés tous les traitements. Donc, il y avait donc pour les 3 types de cultures, canne à sucre, banane et maraîchage, sont listés donc en fait les traitements à chaque année du cycle, si c'est la première année ou si c'est les autres années, les cibles des traitements, les jours de traitement. Donc si c'était 3 fois par an, ben on a mis voilà, 3 dates, mais ça peut être plus précis. On a indiqué si c'était la parcelle entière qui était traitée ou seulement la bordure, si les produits devaient être appliqués en alternance et si on pouvait mélanger des produits. Donc ça, c'est la base de données de traitement pour chaque itinéraire. Une fois qu'on sait les traitements appliqués, il y a la base de données préférence des substances actives. Donc si on sait qu'on veut traiter la canne à sucre avec un herbicide, et en fait ça va faire le lien avec les produits qui étaient disponibles aux années des itinéraires pesticides et les doses recommandées. Voilà, donc on a principalement utilisé la base de données MatPhyto, qui est basée sur des enquêtes auprès des cultivateurs et qui permet vraiment de savoir en quelle année on utilisait quel produit. Et enfin, la base de données substances actives, elle contient les caractéristiques physico-chimiques des pesticides avec donc la durée de demi-vie et le coefficient d'absorption du sol. Et avec tout ça, donc déjà quelques exemples, on voit que par exemple sur la banane, le nombre de traitements annuels, il a évolué au fil du temps, donc avec une diminution et puis la fin des traitements insecticides, notamment en Guadeloupe. Et aussi, le nombre de substances actives disponibles, elle a aussi beaucoup diminué. Donc c'est important de prendre en compte toutes ces évolutions au cours du temps. Donc avec tout ça, donc je rentre dans la partie bleue, là, le cœur du modèle. Je vais essayer de résumer. Il y a d'abord un premier module qui attribue un itinéraire pesticide et un état de culture aux parcelles agricoles, puisqu'on a d'un côté les parcelles agricoles, bananes, canne à sucre, maraîchage, et pour ces parcelles, on a besoin de dire en quelle année cette parcelle suivait quel itinéraire pesticide. Donc, on crée, à partir de la table des itinéraires pesticides, on crée un calendrier pesticide. Donc, par exemple, la première année, il se trouve qu'il y avait un itinéraire pesticide disponible en maraîchage. Donc, toutes les parcelles vont suivre le même itinéraire. Et puis, petit à petit, les itinéraires vont se remplacer, les pratiques vont évoluer. Et donc, c'est ce calendrier pesticide qu'on utilise ensuite pour chaque parcelle, en fonction de la culture qui est là, qui est renseignée par la base de données occupation du sol, on va lui attribuer un état de culture. Est-ce qu'on est année 1, année 2, année 3, est-ce qu'on est en jachère, et quel est l'itinéraire pesticide qui est suivi. De manière à, dans le module 2, pouvoir simuler des traitements pesticides pour chaque parcelle. Donc, à partir de la zone d'étude, on crée une grille régulière. Ça, c'est parce que les parcelles vont changer de forme. Il y en a qui vont disparaître, il y en a des nouvelles qui vont être créées. Donc, pour pouvoir faire ce suivi dans le temps, finalement, on replace tout sur une grille régulière de 200 mètres par 200 mètres. Ensuite, on regarde donc pour chaque parcelle, en fonction de la table des traitements pesticides et de la matrice de préférence des substances actives, quels sont les traitements pesticides qui vont être appliqués à l'échelle de la parcelle. Et ensuite, on revient à l'échelle de la grille, pour simplifier. Et puis, il y a une quatrième étape qui est en fonction de la pluie, de la pédologie, de la table des caractéristiques des substances actives, avec un modèle qui a été développé pour la Guadeloupe précédemment, on va dégrader lixivier, enfin le modèle va faire tout ça, et regarder dans les substances actives, lesquelles vont être dégradées, lesquelles vont être lixiviées dans les eaux, lesquelles vont rester dans le sol, de manière à avoir, donc à l'échelle d'une grille d'abord, les quantités de substances actives qui vont rester dans le sol et celles qui vont passer dans les eaux. Et puis une cinquième étape. En fonction du découpage spatial finalement qu'on souhaite avoir, on peut agréger ces sorties
à différentes échelles, donc échelle des bassins versants ou échelle des communes, selon ce qu'on souhaite. Voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais je vous montre quelques résultats de sorties brutes. Donc les sorties d'Agristamp, ce que ça peut fournir, c'est par substance active, donc par exemple pour la Guadeloupe, entre 1974 et 2014, il y avait 56 substances actives différentes qui ont été simulées parce qu'elles étaient disponibles et utilisées par les agriculteurs. Et donc pour chacune d'entre elles, donc là il y a 3 exemples pour la chlordécone, la métrine et le glyphosate, on a des sorties par année, ou même plus souvent si on le souhaite, d'un indicateur de sol, de stock dans le sol, par grille. Donc on voit par exemple la chlordécone qui a été utilisée jusqu'en 1992 en Guadeloupe. Là, c'est son utilisation, c'est les quantités qui ont été épandues. Et puis, donc dans les zones de bananes, surtout en basse terre, et on voit qu'en fait, elle reste assez longtemps dans le sol, ici, alors qu'il y a d'autres molécules dont la durée de demi-vie est beaucoup plus courte. Et donc, en fait, une fois qu'on a arrêté de les utiliser, finalement, le stock dans le sol diminue assez rapidement. Après, pour le glyphosate, on voit que à partir du moment où on commence à l'utiliser, là, il y en a vraiment beaucoup partout. Là, c'est un exemple de sortie agrégée aux échelles spatiales et temporelles souhaitées. Donc, on peut créer des indicateurs sur un nombre de substances actives qui se retrouvent dans les sols, à l'échelle des IRIS, c'est les îlots utilisés par l'INSEE, donc les îlots regroupés pour l'information statistique, à l'échelle des bassins versants ou à différentes échelles. Donc ça, c'est pour la chlordécone, à l'échelle IRIS ou à l'échelle commune. Et on voit oui, que c'est plus intéressant de rester à une échelle assez résolue quand même. Alors, on a fait tout ce modèle, mais on aimerait bien savoir si finalement toutes ces hypothèses, ces bases de données qui ont été construites tant bien que mal, à partir d'enquêtes, etc., est-ce que ça vaut quelque chose un peu? Et donc, on a pu comparer. Alors, à partir de 2009, il y a la BNVD, donc c'est la base de données sur les ventes de produits phytosanitaires qui est disponible. Donc à partir de 2009, on sait combien il y a de kilos de différents pesticides qui sont vendus. Et là, on s'est rendu compte en comparant les données de la BNVD par rapport aux données qu'on a simulées d'après les pratiques, des enquêtes, etc., qu'on arrivait à peu près à prédire les quantités utilisées de pesticides. Donc ça, pour le futur, on va utiliser la BNVD, mais pour le passé, ça donne plutôt confiance dans les sorties du modèle. Voilà, et puis après, alors seulement pour la chlordécone, parce qu'il y a eu beaucoup d'études dessus, on a pu comparer des données de mesure de taux de concentration de chlordécone dans les parcelles, dans 6943 parcelles prélevées entre 2001 et 2020 par la DAF. On a pu comparer avec nos sorties de modèles où on montre que, évidemment, c'est stochastique, on ne prédit pas exactement ce qui s'est passé pour une parcelle donnée, mais à l'échelle des iris, là, on a quand même des corrélations significatives pour prédire les zones avec plus ou moins de chlordécone dans les sols. Donc tout ça est plutôt encourageant par rapport à ce modèle. Et du coup, on va continuer à développer ce type d'approche. Donc, pour caractériser l'utilisation des pesticides sur le long terme à partir de toutes les informations disponibles, la localisation des zones de culture. Donc c'est là qu'on a besoin de la télédétection pour alimenter, avoir des bases de données de culture homogènes, qu'on puisse suivre dans le temps. Sur les traitements pesticides réalisés, on a besoin de ces informations qu'on peut, comme on l'a montré, reconstruire à partir d'enquêtes ou de données. Agristamp, donc c'est un modèle simple, spatialement explicite, qui permet de prendre en compte tous ces changements. C'est surtout ça qui est assez intéressant. Les bases de données qu'on a construites, elles sont disponibles déjà sur le site Dataverse du CIRAD. Voilà, donc comme je disais, les premières étapes sont assez cohérentes avec les données disponibles, mais il faudrait pouvoir étoffer tout ça. Mais par contre, on peut bien sûr intégrer, si on a de l'information, toutes les informations additionnelles pour améliorer la qualité. Et donc, ce qui est en cours, c'est l'analyse de ces facteurs d'exposition issus d'Agristamp pour la Guadeloupe avec les cancers en Guadeloupe. Donc ça, c'est le travail du CHU de Guadeloupe qui fait ces analyses. Là, on était CIRAD comme fournisseur plutôt d'indicateurs agronomiques et pas sur les analyses des données de santé.
Et puis, dans le cadre d'un nouveau projet financé par l'OFB, on est en train de développer une interface utilisateur qui va s'appeler AgriStamp et qui va nous permettre de simuler des scénarios. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir se projeter aussi dans le futur et voir si on change les pratiques, si on change les cultures, etc. Finalement, tous ces indicateurs d'exposition, comment ils varient, on voit ça plutôt comme un outil pour pouvoir ouvrir à la discussion sur cette question qui peut être un peu sensible. Oups là, je suis allée trop vite. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis je remercie vraiment tous les collègues. Et Jérémy, j'ai pas ta photo, mais il est là. Le nouveau qui a rejoint l'équipe AgriStamp et qui va participer au développement de ces travaux. Voilà, j'attends vos questions.